La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio. 90.3. Merci d'être à l'écoute de la 90.3 iRadio. Merci de regarder ITV, Canal 15 sur la TNT. Bienvenue dans Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. Pétrole et gaz au Sénégal, les opportunités d'emploi et de richesse pour les investisseurs nationaux. Pour en parler, Business Mag reçoit Amadou Sakhir Gaye, directeur général de Centrac Logistique. Bonjour Amadou et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Moukalson, c'est moi qui vous remercie. J'en profite de cette occasion qui m'est offerte pour saluer vos auditeurs de iRadio et les téléspectateurs de ITV. Voilà, parfait. Alors, on va démarrer avec l'actualité. La hausse tant annoncée du prix du carburant. La mesure va entrer en vigueur ce samedi à 18h. Une information donnée par le ministère du Pétrole et des Énergies via un communiqué. Contrairement à ce qui a été annoncé, on parlait de l'entrée en vigueur le 1er juillet. Nous allons d'ailleurs écouter Pape Alassane Dème, secrétaire permanent du Comité national des hydrocarbures, sur la hausse du prix du carburant. iRadio sur la 90.3 FM Dakar. Donc il y a juste le super carburant dont le prix a augmenté de 80 francs par litre. Idem pour le gasoil de 60 francs par litre. Tous les autres produits restent voient leur prix au niveau antérieur. Ça veut dire que pour le gaz butane, en tous ses conditionnements emballage, le prix ne bouge pas, ne varie pas. Idem pour le DO, le diesel oil, qui est utilisé en boulangerie et dans l'agriculture. Maintenant, il y a une évolution effectivement à la baisse qui concerne donc tous les produits noirs, c'est-à-dire tous les produits qui rentrent dans l'industrie, à savoir donc le diesel Senelec et tous les produits fuel et diesel Senelec et autres. Ici, les prix baissent. La structure des prix qui entre en vigueur donc demain à partir de 18h. Donc cette augmentation ne concerne pas seulement le Sénégal. On est actuellement dans une période où certains pays effectivement ont connu des hausses depuis un bon moment. Nous aussi, on avait connu cette période de hausse de la fin 2016. À nos jours, les prix ont tout le temps augmenté. Et de sorte qu'à un moment donné, on a constaté que le super était à 814 francs le litre. Et dit bien 814 contre 695, le prix qui est appliqué. Le gasoil, on a frôlé les 740 contre 595. Donc vous voyez l'effort effectivement fourni par les pouvoirs publics à cette période, disons depuis fin 2016 jusqu'à nos jours actuellement. Et aujourd'hui également, les prix quand même connaissent une certaine hausse. iRadio sur la 90.3 FM Dakar. Papa Alassane Dème, secrétaire permanent du Comité national des hydrocarbures, qui s'est entretenu avec notre reporter Cheikh Diop. Merci infiniment. Amadou, alors cette hausse apparemment était inévitable. Bien sûr, c'était inévitable. Monsieur Dème a bien fait de le rappeler. Faisant abstraction à la fluctuation du prix du baril qui s'établit en ce moment à 63 dollars. 64 dollars ce matin, le crude Brent. Faisant abstraction à tout cela, le Sénégal a toujours joué sur le levier de la subvention pour essayer de maintenir l'ensemble des prix des dérivés du pétrole. Arrivé à un moment, le Sénégal doit prendre ses responsabilités et essayer aujourd'hui de jouer sur les autres secteurs. Parce que la subvention du pétrole, inéluctablement, aura un impact sur les autres secteurs. Donc c'est pour cela que le Sénégal a décidé, en tout cas pour ce qui concerne le consommateur, l'essence, le super essence et le gasoil est maintenant, le prix est aujourd'hui augmenté, ce qui est aujourd'hui, pour ceux qui suivent le cours normal des choses, est tout à fait acceptable. Oui, acceptable, mais parallèlement, il y a les transporteurs, peut-être quelque part, qui seront lésés. Parce que quand on parle de hausse de carburant et de gasoil, forcément, on peut s'attendre à une hausse aussi des prix du transport. En tout cas, c'est ce qui ressort du reportage fait par notre correspondant à Rufisque, Babacar Seck. Nous allons l'écouter et revenir aussi. iRadio sur la 90.3 FM Dakar. La hausse annoncée du prix de l'électricité est mal accueillie par les consommateurs à Rufisque. Pour Khadim Bey, le moment n'est pas opportun. En tant que consommateur, je ne suis pas d'accord. Je crois que le moment est mal choisi pour parler d'augmentation de carburant et d'électricité. L'État doit nous clarifier sur les pétroles et le gaz qu'on a vu au Sénégal. Parce que le président Macky Sall, actuellement, il est en train de dérouler son deuxième mandat. Les priorités sont ailleurs. Donc au lieu d'augmenter l'électricité,
le moment est mal choisi. Les acteurs du transport voient une autre difficulté s'ajouter au problème selon Fallou trouvé à la gare routière de Bargny. Ce sera très dur pour nous. On s'attendait plutôt à une baisse du prix du carburant. Cette augmentation est très surprenante. Non seulement le transport ne marche pas, mais l'État l'a presque monopolisé. Si les prix annoncés se concrétisent, ce sera très dur. La hausse du prix du carburant aura un impact sur les tarifs du transport. Il paraît que 75 mais 75 francs, un litre de gasoil. Si 75 francs s'ajoutent sur le prix du litre, au tarif actuel, on ne s'en sortira pas. Il faudra s'attendre à une hausse du prix du transport. C'est la seule alternative. Les consommateurs demandent à l'État de continuer à subventionner le carburant en attendant que l'exploitation du pétrole qui fait tant parler débute. Babacar Seck, Rufisque, iRadio. Babacar Seck, à l'instant, merci infiniment. En attendant que l'exploitation du pétrole et du gaz débute, donc est-ce une solution peut-être pour éviter de pareilles situations, même si on sait que l'État avait l'obligation quand même d'appliquer la vérité des prix sur le carburant et le gasoil à la pompe? Oui, M. Dem l'a rappelé tout à l'heure dans son intervention, le prix du baril du pétrole n'est pas aujourd'hui fixé par l'État du Sénégal. Effectivement. Donc, depuis 2016, cette augmentation, en tout cas sur le marché international, a été constatée. D'autres États ont de facto augmenté le prix de l'essence, en tout cas à la pompe. Dans les pays, le Sénégal a joué sur le levier de la subvention, mais à un certain moment, comme je viens de le rappeler, l'État doit mener ses autres politiques publiques et cette subvention-là représente une enveloppe financière conséquente. Oui. Et si l'État continue à subventionner l'essence, il doit aussi continuer à subventionner d'autres secteurs parce que l'augmentation des prix, en tout cas de l'essence et du gasoil, n'aura pas comme impact seulement que sur le transport. Il y a d'autres secteurs aujourd'hui qui vont aujourd'hui sentir cette augmentation. Même l'État, in fine, va aussi ressentir, en tout cas ça pourrait avoir un impact sur le PIB du Sénégal. Donc cette augmentation-là suit une logique du marché international. Maintenant, il faudra bien sûr expliquer à nos chers compatriotes, à tout le monde en tout cas, qui sachent que c'est le prix du pétrole, c'est régi par des organismes internationaux et aujourd'hui le Sénégal a l'obligation de suivre, sinon d'autres priorités vont être laissées en rade. Et je pense qu'à travers le communiqué du ministère du pétrole l'a expliqué en disant que compte tenu du renchérissement des cours du baril qui pèse sur la facture pétrolière de l'État et sur les collectivités, cette valorisation des prix des produits pétroliers va permettre quelque part aussi de maintenir la viabilité des activités du secteur et un approvisionnement correct et durable du pays. Il y a des plans comme le PUDC qui risqueraient d'être lésés parce que la facture de l'État, la facture pétrolière coûte très cher à l'État du Sénégal. Donc autant peut-être augmenter un peu pour que le pays puisse continuer à poursuivre ses activités économiques correctement. Oui, le pays doit continuer à mener en tout cas ses investissements dans les secteurs phares, les secteurs prioritaires, à savoir l'éducation, la santé, etc. Donc, prenant le cas de l'éducation, il faudra continuer à investir dans les universités, les écoles, dans le personnel. Donc, si on continue à subventionner le pétrole, le Sénégal ne pourra pas, en tout cas, mener à bien ces autres politiques qui sont aussi prioritaires. Donc, nos chers transporteurs doivent jouer la carte de la tolérance et de la compréhension. De la tolérance, mais à un certain moment, les transporteurs aussi vont suivre la logique. Parce que l'augmentation du prix de l'essence et du gasoil va forcément avoir un impact significatif sur le prix du transport. C'est tout à fait normal parce que l'État du Sénégal augmente sur une logique internationale. Maintenant, les transporteurs au Sénégal pourront aussi à leur niveau parce que le prix du litre du gasoil a augmenté et aussi ils pourront tout à fait augmenter. Maintenant, il faudra aussi encadrer cette augmentation, que ce ne soit pas une hausse considérable, une hausse significative qui ne sera pas à la portée de tout un Sénégalais. Mais ça sera un vieux souvenir d'ici quelques années. Bien sûr, d'ici 2022. Avec le pétrole et le gaz. D'ici 2022, 2023, le Sénégal sera un pays qui commence à bénéficier de sa production pétrolière. Oui,
le prix du pétrole, bon, je ne suis pas régulateur en tout cas du secteur, mais le prix pourrait véritablement baisser au bénéfice de tous les transporteurs et de tous les Sénégalais. Donc on croise les doigts et on attend. Voilà. Nous allons à présent nous pencher sur notre thématique du jour, pétrole et gaz au Sénégal, les opportunités d'emploi, de richesse pour les investisseurs locaux. Vous faites partie de cette fourchette puisque vous avez votre société qui accompagne les compagnies pétrolières dans tout le processus. Alors, est-ce que vous êtes conscient des opportunités qui s'offrent à vous et est-ce que vous êtes déjà, comme on dit, dans les starting blocks pour pouvoir prendre ces parts de marché? Merci beaucoup pour cette question. Oui, nous sommes aujourd'hui une société qui supporte ces compagnies-là dans leurs besoins d'importation, dans leurs besoins de gestion, en tout cas des bases logistiques, dans leurs besoins d'accueil et en tout cas de gestion de leur personnel pour le transfert depuis l'aéroport à la plateforme, etc. Donc oui, nous sommes un acteur du secteur et nous sommes conscients des opportunités qui s'offrent aux Sénégalais dans ce secteur naissant. Oui, le Sénégal aujourd'hui n'a pas la technicité pour intervenir sur les plateformes, mais il n'y a pas que les plateformes. Donc il y a tout un marché à capter par les nationaux, il y a tout un marché à capter par les Sénégalais et ça va de l'hôtellerie, je parle de manière générale de l'immobilier, de la logistique, le transport, l'élevage, la manutention, la gestion, l'importation des navires, des plateformes, etc. Donc oui, les Sénégalais ont une part importante à gagner dans ce secteur naissant-là. Maintenant, il faudrait une sensibilisation, il faudrait en tout cas une sensibilisation, mais aussi une volonté de s'améliorer parce que l'industrie pétrolière a ses exigences. Oui. Maintenant, ce n'est pas en faisant la gestion actuelle de nos compagnies ou bien de nos entreprises qu'on pourrait capter le marché. Les investisseurs, en tout cas du monde pétrolier, arrivent au Sénégal avec des exigences très élevées. Le Sénégal doit se mettre à niveau, les Sénégalais, en tout cas les compagnies sénégalaises doivent se mettre à niveau pour essayer de capter le maximum. À quoi faisant, déjà il y a la loi sur le contenu local qui a été adoptée, voilà, mais est-ce que vous, à votre niveau, déjà l'État a fait a joué sa partition, l'État va continuer à vous accompagner, c'est clair. Déjà le 2 juillet, le ministre du Pétrole et des Énergies a convoqué tous les acteurs à Diamniadio pour parler des opportunités d'emploi et de parler du contenu local. Ça, c'est déjà bien. Mais vous, à votre niveau, comment êtes-vous organisé pour capter ces parts de marché? Parce que vous l'avez dit tantôt, les compagnies pétrolières, même pour attribuer un marché concernant la restauration, exigent de la part des compagnies, des investisseurs locaux, des normes, des standards à respecter. Bien sûr, aujourd'hui, quand nous parlons de la part des Sénégalais, en tout cas des nationaux dans l'industrie pétrolière, on parle souvent d'une subvention ou de qu'est-ce que l'État peut faire pour le Sénégal, mais aujourd'hui les sociétés doivent être prêtes. Il ne s'agit pas simplement de bénéficier des avantages qu'offre l'État, mais aussi d'aller vers ces compagnies pétrolières qui sont aujourd'hui prêtes à accompagner les sociétés sénégalaises. Donc la loi sur le local content est très positive et aujourd'hui à saluer parce que elle va inciter les opérateurs à vouloir travailler avec des Sénégalais. Maintenant, cette loi aujourd'hui fait partie d'un cadre aujourd'hui juridique qui est en train d'être mis en place par l'État du Sénégal. Aujourd'hui, en tant que société locale, nous avons deux possibilités. Soit essayer de nous associer avec les sociétés internationales qui ont déjà eu l'expérience, parce que l'expérience est très importante. L'expérience et l'expertise, nous devons essayer de les acquérir auprès de ces compagnies qui ont déjà travaillé par le passé avec ces compagnies. Maintenant, développer et former nos employés, former nos compatriotes à pouvoir intervenir dans ce secteur. Et l'événement du 2 juillet à Diamniadio est aussi une autre vitrine qui permettra, bien sûr, à nos compatriotes de saisir davantage les opportunités d'emploi, mais aussi de comprendre quelles sont exactement quelles sont aujourd'hui les exigences à accomplir pour pouvoir intervenir. Justement, dans ce secteur. On va s'arrêter un peu sur ces exigences. Quelles sont ces exigences? Oui. Aujourd'hui, il y a la transparence, il y a le respect des règles
le respect des règles en matière de santé et sécurité au travail. Il y a aussi, et c'est très important, la compliance par rapport aux méthodes de paiement, bon, en tout cas sur la lutte contre la corruption, la concussion, etc. Donc ce sont des règles aujourd'hui que les sociétés sénégalaises, et aujourd'hui la nécessité aussi de disposer d'un bilan, par exemple. Aujourd'hui, si vous êtes une société sénégalaise, vous devez disposer des bilans parce qu'aujourd'hui, il n'est pas facile d'être enregistré dans ces compagnies-là. Il y a tout un due diligence à effectuer avant d'être enregistré dans ces compagnies-là. Parce que ce sont des compagnies qui sont soumises à des règles les plus élevées dans le monde. On parle des majors qui sont soit des Britanniques, qui sont des Américains, qui sont soumis aujourd'hui à des exigences telles que le FCPA ou bien la ABC Act, qui sont aujourd'hui en matière, en tout cas de transparence et de lutte contre la corruption, les normes les plus élevées dans ce monde. Voilà, quand on parle aussi de pétrole, moi j'aimerais bien vous poser cette question. Est-ce que les quantités de pétrole et de gaz découvertes au Sénégal sont un remède pour l'épineux problème du chômage? Je vais aujourd'hui présenter d'abord le cadre pétrolier du Sénégal. Oui, vous savez, au Sénégal, nous parlons de... Oui, le Sénégal est un pays pétrolier. Le Sénégal aujourd'hui dispose de 280 000 km² de son bassin sédimentaire. Donc un bassin sédimentaire réparti en trois parties. Il y a la partie terrestre, la partie maritime offshore et la partie maritime profonde, ultra profonde. Donc ces parties-là, aujourd'hui, nous avons sur la partie en tout cas profonde, où nous avons la découverte du pétrole et du gaz. La découverte du pétrole à Joal, SNI, par la compagnie Kern Energy, et au nord, le gaz par la compagnie Cosmos Energy. Donc, ces quantités découvertes aujourd'hui ne sont, si on les compare aujourd'hui en tout cas sur le plan international, cette quantité ne représente pas grand-chose. Maintenant, il y a tout un processus à suivre pour espérer que les prochaines découvertes puissent bénéficier aux Sénégalais, puissent être positifs. Les quantités découvertes aujourd'hui sur les SNI ne représentent, je viens de le dire tout à l'heure, que 50 jours de production pour un pays comme l'Arabie Saoudite. Donc, ce n'est pas aujourd'hui une quantité importante. Maintenant, il y a d'autres explorations en cours qui, quand elles seront positives, contribueront à placer le Sénégal dans la place des premières. Si on prend par exemple le gaz, la quantité découverte de gaz au Sénégal comparée à la quantité en tout cas qu'on dit être trouvée au Nigeria ne représente que 14% des réserves du Nigeria. Donc aujourd'hui, le Sénégal a du chemin à faire. Il y a des campagnes d'exploration qui doivent être menées par le futur, et celles-ci ont intérêt à être positives pour que le Sénégal puisse pleinement bénéficier, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de passion en tout cas dans les débats, et on pense que le Sénégal aujourd'hui est immensément riche. Le Sénégal dispose de réserves inépuisables en pétrole et en gaz. L'autre activité à mener, c'est essayer d'inciter ces compagnies pétrolières à faire confiance au Sénégal, à venir... À rendre notre bassin sédimentaire beaucoup plus attractif. Oui. Beaucoup plus attractif, ça passe... C'est une mission qui a été... Et avoir un cadre incitatif aussi. Bon, le cadre incitatif aujourd'hui, avec la forte pression des uns et des autres, le cadre incitatif est en train de disparaître. Ah oui. C'est-à-dire parce que, oui, le Sénégal aujourd'hui essaie de se positionner comme un pays qui a le pétrole, qui a le gaz, qui peut-être n'a plus besoin d'inviter les autres. Ce sont les autres qui viennent. Maintenant, avec toute la tension qui est en train de se dessiner de part et d'autre, le cadre incitatif risque de disparaître. Maintenant, la société Petrosen a très bien fait son boulot depuis sa création. La société Petrosen a essayé de placer le Sénégal parmi les 20 pays les plus attractifs au monde. C'est cela qui nous a valu ces découvertes. Maintenant, aujourd'hui, avec la pression sur la corruption, en tout cas ce qu'on sous-entend, ce qu'on est en train de développer, en tout cas sur la place internationale, que le Sénégal, il y a de la corruption au Sénégal, etc. Ceci pourra avoir un impact négatif sur... Mais l'affaire suit son cours, une information judiciaire a été ouverte, les auditions sont en train de se faire... Est-ce que, en regardant le cours des choses, vous pensez que la lumière forcément sera faite et que cela n'aura pas d'impact
pour le Sénégal sur le plan international, comme vous venez de le dire. En tout cas, nous avons deux canaux. Nous avons la justice qui est en train de faire son boulot et nous sommes aujourd'hui très confiants. Nous avons confiance à la justice sénégalaise et nous ne disons pas aussi qu'il y a corruption avérée. C'est juste une suspicion. Pour le moment, oui. Et nous savons tous le niveau d'exigence de ces compagnies pétrolières. Nous savons que ces compagnies pétrolières, avant de s'implanter dans un pays, mettent en place un dispositif d'enquête très poussé avant même d'investir $1 dans un pays. Aujourd'hui, quand une société qui fait partie des majors dans ce monde vient au Sénégal, c'est du sérieux. On doit considérer que c'est du très sérieux et il ne faut pas aujourd'hui mettre dans le dos de cette société-là des tentatives très malsaines. C'est pourquoi nous avons intérêt aujourd'hui à placer le Sénégal parmi les pays les plus attractifs. Ça passe par la promotion du bassin sédimentaire du Sénégal, qui est quand même prometteur. Je pense que sur ce point, un travail remarquable a été fait, quand même, il faut le reconnaître. Un travail très important a été fait par l'ensemble, en tout cas, des acteurs étatiques, que ce soit le ministère des Énergies, le ministère, en tout cas, via Petrosen. Nous avons des cadres institutionnels comme le COS-Pétrogaz au Sénégal. On a l'ITIE. Nous avons l'ITIE qui est un organe très important dans la transparence et dans l'éthique et dans la lutte contre la corruption. Il y a les lanceurs d'alerte indépendants. Il y a les lanceurs d'alerte, il y a la société civile, etc., qui jouent aujourd'hui leur rôle. Maintenant, il ne faut pas pousser, comme on le dit, il ne faut pas trop vite aller en besogne, en disant oui, le Sénégal est aujourd'hui une société est aujourd'hui un pays parmi les plus grands au monde en matière de pétrole et de gaz. Nous venons juste de faire 2 découvertes, 3 découvertes, 4 découvertes. Nous avons du chemin à faire et il faut que le cadre institutionnel qui est en train d'être mis en place à partir de 2016-2017 se renforce davantage pour que le Sénégal puisse tirer pleinement de bénéfices. Oui, pour que le Sénégal puisse tirer profit justement, mais tout à l'heure vous avez parlé de fantasmes autour de l'emploi, du chômage. Nous allons revenir à ma question. Est-ce que le pétrole et le gaz découvert va régler l'épineux problème du chômage? Vous savez, nous sommes dans des pays, de manière générale, dans des pays en voie de développement où dans ces prochaines 10 prochaines années, le Sénégal aura, en tout cas selon les projections des uns et des autres, surtout de la Banque mondiale, aurait un PIB équivalent à 2 chiffres. Ce qui veut dire que le Sénégal aujourd'hui en matière d'emploi aura tellement d'emplois à distribuer, le Sénégal aura tellement, en tout cas, d'investissements à attirer. Ceci va nécessairement générer de l'emploi. Maintenant, avec le pétrole qui va commencer à être exploité au Sénégal, oui, il y aura beaucoup d'emplois qui vont être générés. Maintenant, l'emploi passe par la formation. On ne peut pas prétendre avoir de l'emploi si on n'est pas formé, si on n'est pas très bien formé. En matière d'emploi dans le secteur, il y a l'INPG qui est aujourd'hui mise en place pour former des futurs ingénieurs et des futurs, en tout cas, intervenants dans la chaîne de la logistique pétrolière. Il y a aussi des autres écoles qui doivent jouer le rôle. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de dire « je suis ingénieur en pétrole ». Le plombier peut intervenir dans ce secteur, l'électricien, l'électromécanicien. Il y a tellement de secteurs. Maintenant, il y a des certificats à faire. Nous avons des instituts qui sont en train de s'implanter au Sénégal. Il faut faire ces formations, il faut être qualifié pour pouvoir travailler. Parce qu'aujourd'hui, si on ne prend pas la formation à bras le corps, dès maintenant, ce sont nos compatriotes du Ghana, de l'Angola, etc., qui vont venir occuper ces... Oui, la formation est importante, mais dans quel institut se former? Qui sont les formateurs? Est-ce qu'ils sont bien formés? Ça aussi, c'est un défi. Ouais, c'est un cadre aujourd'hui... Parce qu'on a constaté que depuis les découvertes, les écoles de formation pullulent comme des champignons aussi. Là aussi, ce sera la fonction de régulateur de l'État qui va aujourd'hui être mise en jeu. L'État doit intervenir et définir en tout cas les curriculums qui doivent être enseignés dans ces écoles-là, et aussi faire sa mission de régalienne qui est aujourd'hui de distribuer le savoir, mais en mettant en place des systèmes de donner des licences à des écoles qui peuvent faire la formation à
nos compatriotes sénégalais. Voilà, nous allons rester sur la question de l'emploi. En tout cas, dans le livre de Mamadou Falkan, le secrétaire adjoint permanent du COS-Petrogaz, intitulé Pétrole, Gaz, Sénégal, 10 questions, 10 réponses, les unités, le secteur amont est peu gourmand en ressources humaines. Ça, c'est un fait. Et il a parlé des unités de forage, de production qui nécessitent un peu moins de 200 personnes. Et pour les navires de support, on parle de 10 personnes. Certains experts même avancent comme chiffre 10 000 emplois directs qui seront créés, un nombre approximatif. Mais parallèlement, il y a des emplois indirects qui seront créés. Et pas dans l'amont, mais peut-être dans l'aval, comme vous l'avez dit. Oui. Effectivement, dans ce livre, les questions, 10 questions, 10 réponses, nous constatons, oui, que dans la partie recherche, en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'emplois à distribuer parce que tout simplement, le Sénégal aujourd'hui ne dispose pas non seulement ne dispose pas de cette expertise, mais aussi en termes de recherche, nous n'avons pas besoin de 1000 personnes pour faire de la recherche de pétrole et de gaz. C'est pourquoi, oui, maintenant, dans la phase de développement, l'installation de l'infrastructure en mer, et aussi le transport du port jusqu'en mer, nous avons besoin de personnel et le Sénégal pourra générer, dépendamment maintenant des projets, on parle aujourd'hui de 2 projets en phase de développement. Quand nous aurons d'autres découvertes, il y aura plus d'emplois à donner. Nous pouvons aller jusqu'à 100 000 emplois, jusqu'à 200 000 emplois, dépendamment maintenant des découvertes qui seront effectuées. Voilà. Je rappelle que vous écoutez et vous regardez Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique d'ici et d'ailleurs. Notre invité du jour, Amadou Sakhir Gaye, directeur général de Centrac Logistique. Voilà, les investisseurs et hommes d'affaires sénégalais sont là. Il y a des compagnies pétrolières. Encore une fois, vous êtes dans la fourchette. Est-ce que vous avez commencé à cibler des parts de marché, aller vers les jeunes, peut-être à aller vers eux et essayer de les attirer pour qu'ils puissent peut-être travailler dans vos structures? Déjà, nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, comme une société de prestation de services pour ces compagnies-là, en tout cas, nous avons un programme en ce qui nous concerne de formation parce qu'il s'agit déjà d'un régime particulier pour ces compagnies. Nous sommes en train, de prendre des Sénégalais qui sont en train d'être formés en ce qui concerne le cadre douanier, par exemple, pour ce qui est du transit. Dans le cadre maritime, pour ce qui est de la consignation des navires, etc., nous prenons des étudiants, nous prenons des élèves qui sont sortis de l'école, d'autres qui sont dans d'autres sociétés, qui s'intéressent dans l'activité pétrolière parce qu'ils savent que c'est un porteur d'emploi demain. Nous sommes en train de les offrir des opportunités de stage, des opportunités d'emploi, parce que ça dépend, à partir de 2022, l'activité va monter crescendo. Les ressources humaines disponibles, qualifiées, seront employées de facto. Est-ce que l'approche a été facile pour vous? Quand je dis vous, je parle des compagnies, des investisseurs nationaux. Est-ce que l'approche a été facile d'aller vers les compagnies majeures pour décrocher les marchés? Le process, expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. Aujourd'hui, le process, ça part parce que les compagnies qui viennent au Sénégal, ils viennent en prospection d'abord. En 2-3 ans avant leur implémentation au Sénégal, ils viennent dans les foires, dans les salons, dans les sommets pour voir quelles sont les compagnies qui peuvent intervenir dans le secteur. Il y a 2 volets qui les intéressent. C'est l'envie de la société à aller de l'avant, à s'intégrer dans le secteur, mais aussi sa volonté d'évoluer dans la transparence. Donc, si ces 2 volets sont dûment remplis, ces compagnies en général sont prêtes à vous accompagner et à vous mettre à niveau. Maintenant, il faudrait avoir le minimum de connaissances dans le secteur, c'est-à-dire comprendre le cadre législatif sénégalais en ce qui concerne la douane, par exemple, pour le matériel à importer, et le cadre législatif de manière générale pour ce pays-là, parce que c'est des compagnies qui sont très exigeantes en matière législative. Quel est le droit dans ce pays? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Si vous n'êtes pas en mesure de les assister, d'apporter de la valeur ajoutée localement, vous ne pouvez pas travailler avec ces compagnies. Parce que ce sont des compagnies qui viennent s'installer, qui ont besoin de comprendre la sociologie, qui ont besoin de comprendre le droit sénégalais. Si vous les accompagnez dans ce sens,
pour travailler avec eux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes autour d'une organisation, peut-être d'un mouvement, d'une organisation de société, de prestations de services dans le cadre du secteur privé? Parce que, comme on dit, l'union fait la force. Oui, nous sommes dans un secteur qui est très normé, mais qui aujourd'hui a besoin de ces joint ventures pour pouvoir avancer. Nous sommes, nous sommes aujourd'hui en association avec beaucoup dans des associations telles que l'initiative Invest in Africa, qui regroupe en tout cas beaucoup de sociétés sénégalaises qui veulent intervenir dans le secteur et qui ont des offres de services. Donc c'est une initiative qui a été mise en place et qui aujourd'hui est en train d'organiser le secteur. Et nous invitons nos compatriotes et en tout cas entrepreneurs à aller visiter cette initiative Invest in Africa pour pouvoir prendre les parts de marché, être au courant de ce qui se passe et de ce qui se fait. Et aujourd'hui, est-ce que depuis le lancement du process, avec la préparation de la phase de développement, l'attente des barils, est-ce que vous faites face peut-être à des défis, à des contraintes par rapport à l'obtention des marchés et tout ça? Aujourd'hui, le système est très transparent en matière parce que les compagnies pétrolières procèdent en appel d'offres. Oui. Donc, c'est des appels d'offres ouverts. C'est des appels d'offres. C'est important de le dire. Hein. Ouais. Avant les appels d'offres, il y a ce qu'on appelle la préqualification. Il faut d'abord auditer la compagnie. C'est quelle compagnie, c'est qui l'actionnaire, etc. Donc, quels sont les acteurs qui interviennent lors de l'audit de ces comptes? Oui. La préqualification, c'est... vous parlez de la société ou bien de l'investisseur. De l'investisseur. Oui. L'investisseur lance un appel d'offres. Avant l'appel d'offres, c'est la préqualification. La préqualification, c'est une phase d'évaluation de la société. Qui vous évalue? C'est la société qui veut lancer l'appel d'offres. Ça peut être directement la société ou un cabinet externe qui vient évaluer votre compagnie, voir il y a des volets importants sur votre situation financière qui n'est pas aujourd'hui très déterminant. Après, nous verrons. Maintenant, le plus important, c'est la transparence, votre respect de l'environnement, votre respect, en tout cas, des règles qui régissent votre secteur, mais surtout les droits de l'homme. Tous les droits de l'homme. Oui. D'accord. Et les droits de l'homme, quels sont les critères? Les critères, c'est le respect aujourd'hui de la condition humaine, c'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui dans les compagnies où vous travaillez, le volet humain est très développé? Parce qu'aujourd'hui, la fonction ressources humaines a tellement évolué qu'on parle aujourd'hui, nous parlons plus de ressources humaines. Bon, on parle de moins en moins de ressources humaines, bien sûr, mais nous parlons plus de capital humain. Oui. Aujourd'hui, le facteur humain est au cœur de l'activité. Vous savez, quand vous travaillez, vous avez la chance de travailler dans une base pétrolière, on vous dit souvent que les personnes sont plus importantes que le matériel. Le personnel est plus important même que le travail qu'il effectue. Donc, c'est cette prise en charge et le fait de placer l'homme au cœur de l'activité et même de le placer au-dessus de l'activité même qui fera de vous un acteur soucieux en tout cas du développement du capital humain. Voilà, on parle de capital humain, mais on va parler du capital financier. Tout à l'heure en parlant, c'est comme si vous avez minimisé, mais c'est un aspect important quand même. Aujourd'hui, je vous dis, c'est un aspect important, mais pas l'aspect le plus déterminant. Parce que la capacité financière est très importante. Mais aujourd'hui, dès lors que vous avez un marché, dès lors que vous remplissez ces fonctions de transparence, d'éthique, de règles d'éthique, etc., aujourd'hui, les banques sont là pour accompagner. Les institutions financières sont là pour accompagner ce secteur. Et aujourd'hui, quand vous avez un contrat dans le milieu pétrolier, le financement ne doit pas poser un problème. Donc, vous travaillez en étroite collaboration avec les institutions financières de la place? Oui. Ou avec les institutions, nous préférons aujourd'hui, en tant que société sénégalaise, préférons travailler avec des sociétés, en tout cas pas sénégalaises, mais en tout cas panafricaines. Mais nous, Pourquoi? Parce que nous travaillons avec toutes les institutions financières. Maintenant, il faut être logique dans votre démarche. Nous, notre stratégie, c'est aujourd'hui de travailler avec des institutions qui sont en mesure de nous offrir, une possibilité de financer nos projets, de mener à bien la prestation de services, mais aussi nous devons essayer aussi de domicilier les capitaux. Donc, si je vous comprends bien, vous ne voulez pas travailler avec les institutions financières de la place, c'est ça?
Les institutions de la place, bien sûr. Nous travaillons avec les institutions financières de la place. Quand je dis panafricaine, c'est une société qui est au Sénégal, un peu partout à l'échelle continentale. À l'échelle continentale. Oui. Et c'est l'expert, enfin pas l'expert, c'est ma fibre de business woman qui sort. Excusez-moi. Est-ce que c'est une digression? Est-ce que les taux sont rentables pour vous? C'est une question très importante. Au Sénégal, c'est de manière générale, au Sénégal, en Afrique. En tant que businessman, vous, oui. Oui, les taux, en tout cas le service à la dette est très élevé au Sénégal. Nous le reconnaissons, pas qu'au Sénégal, mais dans toute l'Afrique. Comparé au taux en Europe, oui, le Sénégal et aujourd'hui, l'Afrique de manière générale, nous avons des taux très élevés qui ont un impact sur les charges opérationnelles de ces compagnies-là. Et comment vous faites pour vous en sortir? Aujourd'hui, il y a les mettre en compétition. Comment? Les mettre en compétition, c'est-à-dire parce que nous aussi, nous sommes dans un secteur normé, nous procédons par appel d'offres. Quand vous procédez par appel d'offres, vous avez la possibilité, d'avoir des offres et de pouvoir choisir. Mettre les sociétés en compétition, c'est aussi... Parce qu'aujourd'hui, le cadre législatif et le cadre législatif au Sénégal, en Afrique, quand on parle de monnaie, c'est un cadre qui limite les taux, qui les plafonne, qui les limite au minimum et au maximum. Maintenant, vous, pendant l'appel d'offres, vous pouvez bénéficier des taux. Et est-ce que cette stratégie a marché? C'est une stratégie qui peut marcher, qui peut payer. Vous l'avez tenté? Oui. Alors? Nous, aujourd'hui, par transparence, nous procédons plus par appel d'offres. L'appel d'offres est très important dans ce secteur. Vous ne devez pas travailler dans un secteur et vouloir tout le temps travailler avec la même compagnie ou bien travailler en négociation directe. L'appel d'offres doit être érigé en règle. L'appel d'offres doit être érigé en règle et les compagnies sénégalaises doivent commencer à comprendre que l'appel d'offres est une exigence dans ce secteur. Oui, et dans tous les secteurs d'ailleurs. En tout cas, moi, dans ce secteur, c'est un volet important. C'est même obligatoire souvent parce que c'est une bonne pratique. Les bonnes pratiques sont érigées en règle obligatoire dans ce secteur. Donc, l'appel d'offres est important. Maintenant, l'appel d'offres ne se prépare pas du jour au lendemain. L'appel d'offres je peux dire que l'appel d'offres est... Le Sénégal, même aujourd'hui, on parle pour les licences, les futures licences à donner, le Sénégal voudrait même procéder, il est même en train de procéder par appel d'offres, il vient par dossier, par soumission. C'est pour pouvoir sélectionner la meilleure offre et en tout cas travailler dans la plus grande transparence possible. Travailler dans la plus grande transparence, vous travaillez dans un secteur où la matière première est très volatile et très instable. Justement, aujourd'hui, le pic du cours du baril s'est arrêté, sans risque de me tromper, à combien? À 64,30 et quelques. Est-ce que c'est le plus haut niveau, le plus bas? Non. Et aujourd'hui, on peut même s'estimer très heureux d'avoir ce prix. Donc 64, c'est bon? Non, je ne dis pas que c'est bon, mais je dis par rapport aux projections qui ont été faites. En 2018, on disait d'ici le début 2019, le prix du baril atteindrait les $100. Mais heureusement, aujourd'hui, nous sommes à 60 et quelques. Maintenant, ça a un impact. Bon, et nous savons tous qu'il y a une géopolitique, qui a favorisé la crise au Venezuela, en Iran, etc. Oui. Donc ce sont ces événements-là qui ont fait qu'aujourd'hui le prix du pétrole est à ce niveau. Maintenant, il y a des raisons d'espérer que d'ici 2022-2023, le prix du baril, en tout cas, quand ce sera élevé, c'est pour le bénéfice du pays. En tout cas, je sais que l'État du Sénégal, à travers le COS-Petrogaz, a déclaré qu'ils ont un matelas financier et des mécanismes qui les permettront de faire face à l'instabilité des cours. Mais vous, en tant que privé, et c'est votre matière première, vous travaillez, quel mécanisme et levier vous allez mettre en place pour faire face à l'instabilité des cours mondiaux du pétrole? Nous, en tant que société, ça n'aura pas... En tout cas... Oui, d'une manière générale, acteurs du secteur, parce qu'il y a les importateurs aussi. D'une manière générale, il faut savoir que quand le prix du baril est élevé, en tout cas les opérateurs, comme on dit, l'investissement, en tout cas, pour pouvoir faire des recherches et des développements, se raréfie un peu. Maintenant, quand le prix du baril est à un niveau bas, l'offre de services devient abordable. Les sociétés doivent travailler avec un coût pour pouvoir subvenir. Maintenant, c'est ce qui fait que
si vous voyez bien, à partir de 2012 jusqu'en 2016, au Sénégal, on a eu beaucoup de phases de recherche. C'est ça qui fait que quand le baril est à un niveau bas, les opérateurs ont tendance à investir. Parce qu'après, le baril va connaître un pic. Et ces pics-là, aujourd'hui, vont engendrer beaucoup de bénéfices pour ces opérateurs quand ils vendront ces produits. Voilà, experts aguerris du secteur. Aujourd'hui, nous avons un pic de $64. Une petite prévision. C'est vrai que c'est une ressource très volatile et instable, mais on peut s'attendre à quel pic peut-être d'ici le début de la semaine. Le début de la semaine, bon, c'est quand même un court terme, mais nous savons tous, bon, nous pouvons aller jusqu'à 70. 70. Et ce serait une aubaine ou l'effet inverse pour vous et pour l'État Aujourd'hui, vu notre statut, nous ne sommes pas producteurs, ce n'est pas une bonne chose pour le Sénégal. Forcément. Oui. Et voilà, c'est ce qui justifie un peu quelque part la hausse, l'application de la vérité des prix sur les hydrocarbures. Exactement. Donc, maintenant, d'ici 2022, c'est vrai que toute hausse du prix du baril ne fera que du bien au pays pour le Sénégal. Mais encore une fois, faut savoir que le pic aussi peut être à la baisse. Peut être à la baisse, oui. Parce que ça suit des logiques. Quand la production est abondante, par exemple, le prix baisse. Maintenant, quand il y a la tension, quand certains pays ne parviennent plus à produire, parce qu'il faut savoir que dans ce monde, nous avons besoin de 100 millions de barils par jour. D'accord? Donc, c'est quand même une production importante par jour. Et là, on dit que nous avons en tout cas des réserves dans le monde qui peuvent survenir pour 50 ans. Donc, et avec les découvertes qui vont venir, le niveau de production requis, en tout cas par les pays qui sont en train de se développer, et le Sénégal aura sa place à jouer. Maintenant, il y a une autre question qui devrait être, malheureusement, qui n'est pas assez débattue. Et nous savons que l'État, en tout cas, et les autres acteurs du secteur sont en train d'avancer là-dessus. Il ne suffit pas tout simplement de produire du pétrole, il suffit aussi de transformer ce produit et de pouvoir en vendre les produits finis. Nous avons toute une industrie de pétrochimie qui est derrière. Oui. Le Sénégal doit se préparer. Il y a la SAR qui est déjà... Il y a la SAR qui est en train de faire une extension de sa capacité de production qui sera entre 1 à 2 millions de barils, 2 millions de tonnes par année, ce qui est parce que le besoin du Sénégal se chiffre entre 1,5 par an. Et le Sénégal aura même de l'essence ou du gasoil à vendre dans le pays. Donc maintenant, moi, je suis... On aura aussi un mix. On va passer à une transition énergétique. La Sénélec va passer au tout gaz. On sait que c'est une énergie propre. Oui. Gas to power. Gas to power, voilà. Le gas to power, c'est aussi un autre levier que la Sénélec a. Un projet ambitieux et bénéfique pour le Sénégal. Très bénéfique pour le Sénégal. Il faut le dire. Parce que le Sénégal doit être un acteur majeur en Afrique de l'Ouest. En tout cas, le ministre a dit que nous aurons la meilleure énergie dans le monde. C'est très positif. Maintenant, qu'est-ce que nous en ferons? Si aujourd'hui le Sénégal commence à produire le mix énergétique, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours, le Sénégal pourra bien sûr pouvoir vendre je dirais, de l'énergie en Afrique de l'Ouest. Je parle de la Gambie, peut-être le Mali, la Mauritanie, peut-être pas, la Guinée, etc. Donc oui, le Sénégal pourra en vendre. Maintenant, moi, je suis même allé jusqu'à dire que le Sénégal pourrait même avoir une autre usine de raffinage vers Kaolack ou vers... Pourquoi pas? Pour pouvoir vendre du pétrole raffiné dans ces pays de la Mauritanie, du Mali, la Guinée, la Gambie. Parce que le Sénégal pourra avoir un excédent et pourrait vendre à ces excédents. Aujourd'hui, regardons la concession dans le port, etc. Si on arrivait à pouvoir vendre le pétrole à partir de Kaolack, avec un terminal. Avec un terminal là-bas, ça pourrait peut-être décongestionner le port de Dakar. Et nos infrastructures seraient moins dégradées parce que les camions qui viennent du Mali usent nos routes. Je fais canoncer et vous chargez de faire le reste. Voilà, super. Donc, on est à 6 minutes du journal. Donc, je dois rendre l'antenne à 55. Business Mag, on garde toujours le meilleur pour la fin. Le quiz, je vous en avais parlé en off.
Oui. Vous êtes prêts? Vous avez l'air sceptique. Non, c'est rien. Surpris, mais non, bon. mais c'est un petit quiz. C'est une rubrique instructive et ludique en même temps pour sortir un peu du cadre assez sérieux. Voilà. Vous êtes prêts? Allez, allons-y. Première question. Le nom de l'actuel ministre du pétrole et des énergies du Sénégal. Ça, c'est une question cadeau. Monsieur Cissé. Non, c'est Monsieur Cissé. Monsieur Mamadou Makhtar Cissé. Super. Il remplace qui à ce poste? Il remplace Monsieur Eliman Kane. Mansour Eliman Kane. 2. Super. 3. Le sigle GTA. Great Tortue Arménienne. Yes, Grand Tortue Arménienne. Oui. D'accord. Le pays africain qui détient les plus importantes réserves de pétrole. Le Nigeria. On parle de l'Angola. Les données ont changé. Bon, c'est relatif. C'est un débat, on pourra... Ok. Enfin, citez 3 pays membres de l'OPEP. 3 pays, bon, je vais prendre l'Arabie Saoudite, oui. Le Venezuela, oui. l'Irak. Pourquoi vous n'avez pas cité assez de pays de l'Afrique? Bon, la Libye, l'Algérie, si vous voulez, etc. Voilà, bon, je voulais en fait citer les membres fondateurs un peu. Bon, il y a 5 pays fondateurs. Il faut avoir une casquette de panafricain. Mais oui, il y a la Libye, il y a l'Algérie, il y a le Nigeria, il y a l'Angola. Non, mais j'étais juste une petite pique. C'est pas maintenant, bon, il faut savoir aussi que l'OPEP n'est pas... L'OPEP aujourd'hui ne fait que 30% de la production mondiale. Et quelle est l'autre appellation du pétrole? Ah, ça c'est une question. L'or noir. Ah, super. Ben, bravo Amadou Sakhir Gaye. Vous avez fait du 5 sur 5, non, on va dire du 4 sur 5 parce que la question sur les réserves... Oui, c'est un autre débat. En tout cas, merci Amadou Sakhir Gaye. Vous êtes le directeur général de Centrac Logistique. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pera Sagna, Aminata Ndong était à la réalisation. Ousseynou Ndiaye, Khadija Loum était à la partie technique. Dans un instant, la grande édition de 12h, le Midi King sur iRadio. Je vous laisse dire un dernier mot. Oui, merci beaucoup déjà pour cette invitation. Vous nous avez donné l'opportunité, en tout cas aux Sénégalais, de pouvoir donner leur avis dans ce secteur naissant. Nous savons que le Sénégal est un pays qui a toujours répondu présent à l'histoire et nous sommes confiants que l'avenir de ce pétrole ne sera que bénéfique pour le pays. L'ensemble des acteurs qui interviennent sont des patriotes qui sont au service du pays et nous comprenons souvent la passion que cela peut susciter, mais nous sommes de manière générale très positifs quant à l'avenir du secteur dans ce pays. C'est tout le mal qu'on souhaite à notre cher Sénégal. Ouais, merci. Merci beaucoup. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90.3